Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une explication de deck. Alors normalement j'étais censé faire, le week-end dernier, le déballage du pack, j'ai déjà oublié son nom, la demeure des dieux. Voilà, j'étais censé faire le déballage de ce pack là. Et puis bon, problème technique, grosse flemme, donc à la place, histoire de faire quand même des vidéos, je vais faire une présentation de deck. Donc je suis de retour sur mon bon vieux logiciel Simple Screen Recorder. J'ai essayé comme tout le monde d'utiliser OBS et évidemment, problème technique, manque de codec vidéo, choses comme ça. Je reviens à mes méthodes artisanales. Alors j'avais aussi dit que je voulais faire une vidéo sur les decks Mandy Thompson, parce que c'est comme une investigatrice que j'ai beaucoup joué dernièrement. Mais c'est pareil, il faudrait que je reprenne tous les decks que j'ai faits, que je les explique un par un, ce que j'ai constaté à chaque fois, que j'y intègre les choses que j'ai notées dans les vidéos de partie de Shep et Ryzen, sur les vidéos faites par les vidéastes anglophones. Et tant qu'à faire, ça serait bien que dans ma vidéo, je parle d'une campagne menée jusqu'au bout et gagnée avec Mandy Thompson, ce qui ne m'est pas encore arrivé. Je suis arrivé devant Astur, une fois en solo, en mode standard, mais j'ai perdu. J'ai aussi testé en solo dans la civilisation oubliée, mais pareil, le deck marchait bien et j'ai perdu au 5e, 6e scénario. Et là, je jouais en duo, donc cet après-midi, Mandy Thompson plus Tony Morgan. Pareil, ça se passait super bien, mais bon, je pense que j'ai mal géré les traîtrises du scénario. Le non secret, Mandy a été vaincu, Tony s'est retrouvé tout seul, il a été vaincu, il avait low ball pour Caron, et donc voilà, fin de la partie, et j'ai arrêté la campagne là. Donc je pense que je ferai encore quelques tentatives, je pense que je rejouerai le même duo, mais en essayant de le jouer mieux, parce que les deux decks sont bons, les deux decks ont des résultats efficaces. J'avais réussi à avoir quelque chose comme... Voilà, au bout de 2 scénarios, Tony Morgan avait 20 points d'expérience dans son deck. Au bout de ces deux mêmes scénarios, Mandy avait 15 points, donc ça semblait bien parti, mais ce scénario-là s'est mal déroulé. Alors je pourrais faire une sauvegarde, mais je l'ai fait pour le premier scénario, suite à un gros manque de bol, donc je ne vais pas non plus le faire plus d'une fois par campagne. Je repartirai de zéro, peut-être demain matin, à voir. Bref, j'ai voulu faire un deck Wendy Adams parce que j'aime bien cette investigatrice sur le papier. C'est une des rares qui me donne envie de la jouer en solo. Comme je le dis souvent, moi je préfère le duo au solo parce qu'en duo j'ai l'impression de pouvoir construire. Je mets en place mon chercheur pour qu'il cherche très efficacement. Je mets en place, mon chercheur, pas forcément de la classe chercheur, mais mon découvreur d'indices. Voilà. Je mets en place mon combattant pour qu'il puisse combattre efficacement. Chacun fait ce pourquoi a été fait le deck. Et voilà. En solo, je trouve que c'est plus du faut faire avec, faut se démerder. Et donc il y a assez peu d'investigateurs qui me donnent envie de les jouer en solo. Et parmi les exceptions, il y a Wendy Adams. Et je pense que Wendy Adams, entre une chose et l'autre, entre ses règles de construction de deck et sa capacité, elle permet bien d'aller complètement au fond de cette logique. C'est pour ça que le deck là, je l'appelais Delete Fuite, ou Hit and Run en anglais. C'est vraiment l'idée, je fais ce que j'ai à faire, pas plus, et dès que j'ai l'occasion, je mets fin au scénario. Je prends les indices nécessaires pour faire avancer l'acte, pas plus, à moins d'être sûr d'avoir assez d'avance. Et dès que j'arrive à la fin du deck, acte, fin du scénario, ou alors dès qu'on me dit vous avancez si vous avez abandonné, j'abandonne. J'ai 2 copies de Je fiche le camp dans ce deck, donc voilà. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi quand j'ai envie de faire un deck solo, j'ai envie de faire un deck avec un deck vachement typé. J'ai pas envie de faire un deck qui va faire quelques actions de combat, quelques actions d'enquête, quelques actions d'évasion, etc. Non, je veux
Par exemple, un deck qui fait que de l'évasion, jamais du combat. Un deck, je sais pas, par exemple, un deck Patrice qui a comme soutien que des cartes mystiques qui utilisent sa volonté. Voilà. Bon, j'ai pas d'autres exemples d'archétypes, mais voilà un deck super typé. Et là, je me suis dit, Wendy Adams, je vais essayer de faire un deck sans soutien. Alors, le deck sans soutien avec Wendy, enfin, déjà, je me suis dit, plus exactement, dans un premier temps, je me suis dit, je vais lui faire un deck sans aucune arme. J'avais vu une vidéo, alors je sais plus si c'était le scénario à part ou tout un début de campagne fait par Man From Lang. Pareil, Wendy Adams, aucune arme. Et bon, il avait perdu dans les catacombes de la campagne de Carcosa. Parce que bon, poursuivi par le spectre de la mort sans outil efficace pour le combattre, c'était pas facile. Donc là, d'abord, je me suis dit, je fais un deck sans armes, et ensuite je me suis dit, je fais un deck avec le strict minimum de soutien. Alors, 0 soutien, c'est pas possible. Enfin, on peut retourner ça dans tous les sens, mais moi je trouve ça complètement ingérable. Donc voilà, je me suis limité à 2 paires de soutien dans ce deck-là. Du coup, j'avais envisagé au début de faire du deck méga test, mais j'ai un peu abandonné l'idée. Je me suis dit, je vais jouer. J'avais déjà essayé de jouer comme ça il y a un certain temps. Je vais jouer à fond la capacité de l'amulette de Wendy. Alors, l'amulette de Wendy, voilà, soutien qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires. Vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était dans votre main, forcé. Après que vous avez joué un événement, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. Autrement dit, chaque événement dans votre main, si vous le jouez, il va sous le deck au lieu d'être placé dans la défausse, mais ce qui est dans la défausse, vous pouvez le jouer depuis la défausse et ensuite le mettre sous votre deck. Mais le point important, c'est jouer l'événement qui fait le mettre sous le deck, pas l'attribuer. Donc, avec l'amulette de Wendy, quand on joue à fond les événements, on attribue les événements. Ils vont donc dans la défausse à la fin du test, et ensuite on les joue depuis la défausse. Les événements, alors pas tous, mais beaucoup d'événements truands et survivants ont une paire d'icônes qui correspond à leur effet. Par exemple, si on a, je fiche le camp, l'effet de la carte, ça vous permet d'abandonner, peu importe votre lieu, à partir du moment où il y a une capacité d'abandon quelque part en jeu. Mais c'est aussi 2 icônes d'agilité. Donc vous pouvez faire un test d'évasion en attribuant je fiche le camp. Si votre test est réussi, vous avez échappé à votre ennemi, vous sortez du lieu et vous dites « ça va, j'ai du temps avant qu'il me rattrape ». Si votre test est raté, vous dites « pendant la phase des ennemis, je me fais attaquer, je suis vaincu, donc je vais profiter que dans ma défausse, je viens de mettre je fiche le camp pour le jouer depuis ma défausse ». On peut faire la même remarque sur regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, vous faites une enquête, vous l'attribuez pour avoir plus 2 en intelligence, en savoir, j'oublie toujours quand elle s'appelle cette compétence. Voilà, vous vous donnez plus 2. Et si votre enquête est ratée, vous jouez, regardez ce que j'ai trouvé depuis la défausse. Oui, donc voilà, je dis, le but de ce deck, c'est de sortir le plus vite possible l'amulette. C'est de sortir le plus vite possible l'amulette, et une fois qu'elle est en jeu, ne pas hésiter, dès qu'on a besoin d'un petit boost, on attribue un événement, et ensuite l'événement, on peut le jouer. A noter que Wendy Adams, sa capacité, quand vous révélez un pion KO, choisissez défausser une carte de votre main, annulez l'effet de ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test capacité. Donc en fait, chaque événement dans votre main, vous allez pouvoir l'attribuer à un test. S'il a été attribué dans la défausse, il va dans la défausse et à partir de la défausse, vous pouvez le jouer si vous avez l'amulette en jeu. Et avant d'avoir l'amulette en jeu, vous pouvez défausser vos événements pour repiocher les jetons. Du coup, ça fait quand même normalement de gros boosts au test. Alors, donc,
ce deck-là, si on résume, on a 4 soutiens qui doivent permettre à accéder à l'amulette. On a les événements, les 19 événements qui constituent le cœur du deck, et les compétences. Voilà, sur les 7 compétences, il y en a 2 pour accéder à l'amulette et 5 autres pour l'effet du deck. A noter que j'aurais pu pousser l'idée de base encore plus loin et utiliser mes 7 compétences pour aller rechercher cette amulette. C'est-à-dire comme 7 compétences, alors j'entrerai dans les détails après carte par carte, mais dans les compétences j'aurais pu mettre perception, voilà. Si je réussis le test, je pioche une carte, j'aurais pu mettre dextérité, si je réussis le test, je pioche une carte, mais là j'ai décidé quand même d'avoir des compétences qui ont des effets qui font avancer la partie. On verra, de toute façon ce deck là je le jouerai. S'il n'est pas assez efficace, si j'ai de très mauvais résultats en début de campagne, et ben je ferai une V2. Voilà. Donc ça c'est pour les généralités on va dire. Allez, maintenant regardons 4 cartes par carte. Donc la patte de lapin, voilà, soutien, accessoire, réaction après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin, piochez une carte. Évidemment, je veux réussir mes tests, mais je vais en rater quelques-uns. Et ben, si je rate un test, je pioche une carte, sachant que il est probable alors pas à chaque test, parce qu'ensuite il faut remplacer les cartes, mais il est probable même que fréquemment j'attribue des cartes, et donc si je rate mon test, j'y aurais perdu une carte, soit l'événement que j'ai joué, soit l'événement que j'ai attribué, et grâce à la patte de lapin, je pourrais remplacer cette carte perdue. Alors, emplacement d'accessoires, ça va être en conflit avec l'amulette de Wendy. Mais quand je fais le mulligan, si j'ai l'amulette de Wendy, j'ai le principal. Si j'ai la patte de lapin, je la garde en main en partant du principe que ça va m'aider à partir à la recherche de l'amulette. Et si à un moment donné je l'ai en main, alors que j'ai déjà l'amulette de Wendy, je garde l'amulette, bien évidemment. Et je suis en train de me rendre compte, je suis parti du principe qu'il n'y avait rien de particulier, enfin que je pouvais directement entamer sur les cartes, mais un petit rappel quand même, Wendy Adams, 4 de volonté, 3 d'intelligence, 1 de force, 4 d'agilité, 7 de vie, 7 de santé mentale, la réaction dont j'ai parlé tout à l'heure, signe des anciens plus 0, si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Donc, il y a cet effet intéressant de l'amulette de Wendy, c'est qu'elle vous transforme le signe des anciens en réussite automatique. On a tendance à considérer que le signe des anciens, c'est toujours une réussite automatique. Non, c'est généralement une réussite, parce que ça vous donne un bonus, en général, au moins de plus 1, mais pas forcément, et que normalement, quand on n'a pas de malus sur un test, on le réussit, mais parfois vous n'avez pas le choix, vous devez faire un test qui a une difficulté de 6, alors que vous avez une compétence de 4, et le signe des anciens ne suffit pas à vous sauver. Wendy Adams, si elle a son amulette en jeu, piocher le signe des anciens lui fait réussir le test, automatiquement. Et comme elle a sa capacité qui lui permet de repiocher les jetons, je n'ai pas fait les statistiques, il faudrait qu'un jour je me trouve où je me fasse mon petit outil de génération de statistiques de pioche de jetons KO. Mais voilà, Wendy Adams, elle a un test difficile, elle pioche un jeton du KO, ça lui suffit pas pour réussir le test, elle défausse une carte, elle repioche un jeton, et si la deuxième fois elle pioche le signe des anciens, réussite. Encore une fois, à condition d'avoir l'amulette en jeu. Donc voilà, l'amulette, il y a vraiment 2 effets. L'effet, je réutilise mes événements, et l'effet, quand je pioche le signe des anciens, ce qui sera plus fréquent qu'avec d'autres investigateurs, et ben j'ai une réussite automatique. Partir perdant, soutien de niveau 0. Ah oui, au passage, il est de mémoire dans la liste des tabous. Moi, comme je ne joue pas les tabous, je n'ai aucune idée de la façon dont il est changé. Bref, soutien qui coûte 0. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, incliné partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Ça c'est pareil, si vous l'avez en main de départ, vous pouvez qu'est-ce que j'allais dire ?
Si je l'ai en main de départ, je le conserve, parce que ça fait piocher. Alors là, dans ce deck, il n'y a pas énormément de cartes chères. En plus de ça, les cartes, elles sont pas toutes destinées à être jouées, certaines sont destinées à être attribuées. Donc quand on regardera la courbe de coût des cartes, faudra avoir en tête que c'est un petit peu trompeur par rapport à un deck où il n'y aurait que des soutiens qu'on voudrait tous mettre en jeu. Donc là, partir perdant, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le choix de piocher la carte. J'ai un test à faire, j'augmente sa difficulté, je pioche une carte. Alors selon les cas, je sais que je vais rater le test, donc je me dis perdu pour perdu, j'augmente la difficulté. Sachant, attention quand même, il y a des tests, si vous ratez avec un gros écart, vous avez une grosse pénalité. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous ne le faites pas sur ce test-là. Vous n'allez pas augmenter la difficulté d'un test sur reste pourrissant. Parce que si vous augmentez la difficulté de 3 à 5 et que vous piochez l'échec automatique, et vous prenez 5 horreurs d'un coup. Même chose, il y a des jetons, c'est le cas dans un des scénarios que j'ai joué récemment, un jeton du chaos qui dit -1, si ce test est si vous ratez ce test, vous avez, alors je sais plus ce que c'est, vous défaussez une carte de votre main par point manquant. Là c'est pareil, vous augmentez la difficulté, vous tombez sur ce jeton-là, et potentiellement vous défaussez toute votre main. A noter, ça combote bien avec patte de lapin. J'ai un test, je moque de le rater. J'ai un test, je moque de le rater, ou alors je sais que je vais le rater, j'augmente sa difficulté pour piocher une carte. C'est encore plus probable que je le rate, et si je le rate, j'incline patte de lapin, je repioche une carte. Toujours la même idée, je veux creuser, entre guillemets, moi j'appelle ça creuser, je veux creuser mon deck à la recherche de mon amulette. Et oui, comme exemple de test qui ne pose pas de problème à rater, il y a la traîtrise de la boîte de base qui doit s'appeler Froid de la crypte. Si vous ratez, vous défaussez un soutien. Vous savez que vous avez votre partir perdant. Mettons que vous êtes bien installé, que vous avez l'amulette de Wendy en jeu, partir perdant ne vous sert plus à grand chose, vous pouvez le perdre, et vous dites, normalement il me faut que je réussisse un test de difficulté 4, non, c'est un test de difficulté 6, je pioche une carte, j'ai raté, je défausse partir perdant et j'y ai rien perdu. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Voilà, alors le cœur du deck. Je vais recentrer un petit peu. Le cœur du deck, les événements, sans surprise, il y en a 19. Je fiche le camp, il coûte 0, 2 icônes d'agilité, à jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu, abandon, vous fichez le camp d'ici. Donc ça vous permet, si le scénario prévoit une situation dans laquelle vous pouvez abandonner, maintenant vous pouvez abandonner dans n'importe quelle situation. Si vous êtes censé revenir à votre point de départ pour abandonner, là non. Vous n'aurez pas à repasser par tous les lieux où vous avez laissé des ennemis. Du coup, ça vous permet aussi de prendre peut-être un poil de risque en plus. Alors juste un poil, encore une fois, parce que le but du deck, c'est de se sauver dès que les choses semblent un peu compromises. Mais vous gardez une action pour jouer je fiche le camp. Vous faites 1 ou 2 enquêtes de plus, en espérant vider votre lieu, ça vous donne un point de victoire en plus. Pour finir le deck act, il vous faut abandonner, vous jouez je fiche le camp, vous avez réussi à gratter un XP de plus, vous abandonnez, vous n'êtes pas vaincu, pas de trauma, tout est pour le mieux. Et 2 icônes d'agilité, quand vous avez besoin d'échapper à un ennemi, vous pouvez attribuer cette carte au test. Et éventuellement, mettons que vous avez décidé que ce tour-là doit être votre dernier tour pour ne pas être vaincu ou pour ne pas prendre le risque de laisser avancer une fois l'intrigue. Première action, vous essayez d'échapper à un ennemi dans votre lieu. Enfin, un ennemi engagé avec vous. Vous attribuez je fiche le camp. Si c'est raté, vous jouez je fiche le camp depuis votre défausse, en partant du principe que vous avez pu poser l'amulette en jeu. Voilà, j'ai un peu perdu le fil, je vérifie un truc. Si vous ratez votre évasion, vous avez je fiche le camp dans votre défausse, vous le jouez. Et vous avez abandonné avant de vous prendre une attaque de l'ennemi. Si le test réussit, vous n'avez pas à vous soucier de cet ennemi pour le moment. Avec votre deuxième action, vous faites, une enquête
pour découvrir le dernier indice du lieu et avoir l'XP, ou vous jouez un événement pour infliger des dégâts à votre ennemi et gagner l'XP. Troisième action, vous jouez je fiche le camp. Encore une fois, il faudra faire très attention, notamment aux jetons du chaos. Il est possible qu'il y ait un jeton qui vous dise en cas d'échec, perdez une action. Dans ce cas-là, le test sur l'enquête, si vous fait piocher ce jeton-là, il vous prive de votre action d'abandon et vous avez raté votre coup. Donc c'est un deck où il faut la jouer finement. C'est pas comme jouer un duo Mark Harrigan et Daisy Walker, où on peut tranquillement avancer, tuer les ennemis, etc. etc. Et cette carte-là sera très importante dans la version AXP. Regardez ce que j'ai trouvé, grand classique. Ça coûte 2 icônes d'intelligence rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Comme je le disais avant, vous voulez trouver un ou plusieurs indices, vous faites l'enquête, vous l'attribuez. Si l'enquête est réussie, vous avez eu un indice. Si l'enquête est ratée, comme vous êtes donné un +2, c'est-à-dire que vous avez enquêté à 5, et c'est quand même assez probable que votre échec soit de 2 ou moins. Et dans ce cas-là, vous le jouez depuis la défausse, et vous avez 2 indices. Donc en fait, en ratant votre test, puis en jouant, regardez ce que j'ai trouvé, vous avez plus d'indices qu'en réussissant l'enquête. Sachant qu'en solo, 2 indices dans un lieu, ça vide. Alors j'ai jamais fait les statistiques, mais je dirais comme ça à la louche 80% des lieux. Un lieu qui a plus que 2 indices par investigateur, en général c'est le lieu de fin de scénario à vider pour avoir une des résolutions positives. Il y a plusieurs scénarios, je vais pas donner les noms, mais il y a plusieurs scénarios où à un moment donné vous vous retrouvez dans un lieu avec, 3 ou 4 indices par investigateur, plus un ennemi élite coriace. Et là, ça va être, si vous tuez l'ennemi, conclusion 1, si vous videz le lieu de ces indices, conclusion 2. Et petite remarque, quand vous avez une carte qui vous dit après que, ou après avoir échoué, vous pouvez faire 2 effets de ce type-là successifs. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous pouvez rater un test et jouer 2 copies de regarder ce que j'ai trouvé. Alors comment vous faites ça, je ne sais pas, il faudra trouver le moyen, mais ça peut s'envisager. Donc pour le lieu de fin de scénario, comme je le disais, ça peut être la possibilité en une action de le vider. Imaginons, vous êtes dans un lieu connexe au lieu de fin de scénario. Vous faites une enquête à laquelle vous attribuez 2 copies de regarder ce que j'ai trouvé. Bon, on s'en moque si vous trouvez un indice ou pas, mais ça c'est votre première action. Deuxième action, vous vous déplacez dans le lieu de fin de scénario. Troisième action, vous enquêtez sans bonus, en espérant rater. Si vous avez partir perdant, vous augmentez la difficulté du test. Vous piochez un jeton. Si le jeton vous fait réussir, si c'est l'unique jeton qui vous fait réussir, vous défaussez une carte de votre main pour en prendre un autre, pour rater. Une fois que vous avez raté, vous dites « Je viens d'échouer », de peu. Alors, il faudra réussir à gérer le de peu. Et c'est un peu, faudra réussir à trouver la bonne fenêtre. Mais imaginons que la difficulté est de 3, vous partez de 3. Moi je dis toujours, je m'attends à piocher en moyenne 1-2, donc voilà, vous faites le test sans le booster. Vous ratez de 2. Vous dites, je viens de rater de 2, du coup je peux jouer depuis ma défausse, regardez ce que j'ai trouvé, je prends 2 indices. Regardez ce que j'ai trouvé passe sous votre deck et vous dites j'ai raté un test, je suis toujours dans la fenêtre après que, donc je joue ma deuxième copie de regarder ce que j'ai trouvé et je prends les 2 autres indices. Conclusion, une action, celle pendant laquelle vous ratez votre enquête, puis 4 ressources, vous avez 4 indices, vous avez vidé le lieu, conclusion. Et puis vous avez une des conclusions favorables du scénario. Le pire qui vous arrive, c'est que vous avez subi une attaque d'opportunité. Mais c'est rien comparé au combat contre un ennemi élite qui a 3, 4 ou plus points de vie par investigateur. Apprendre de ses erreurs. Alors, ça coûte 0, ça a une icône libre, rapide,
À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec du test, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc vous gardez ça en main, éventuellement vous l'attribuez pour vous donner +1, votre test rate, vous regardez tout ce qui découle de l'échec, est-ce que vous prenez une riposte, une alerte, vous défaussez des cartes, vous subissez des dégâts ou des horreurs, et une fois que vous avez tout pris en compte, vous jouez depuis la défausse. Sauf que maintenant, vous avez +2. Et comme vous l'effectuez de nouveau, vous pouvez attribuer d'autres cartes. Voilà. Alors, pourquoi cette carte-là plutôt que chanceux ? Chanceux, c'est quand vous... Alors, attendez, alors chanceux, ça coûte 1. Rapide à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence. Gagnez +2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc, en fait, chanceux, c'est vous devriez échouer, vous donnez +2. Pourquoi vous donnez +2 ? Parce que ça vous fait réussir. Apprendre de ses erreurs, c'est vous résolvez l'échec, puis vous pouvez retenter avec +2. Chanceux, si vous le jouez, c'est parce que vous réussissez, sans effectuer une nouvelle action, sans effectuer une nouvelle tentative. Apprendre de ses erreurs, vous refaites une tentative. Et, comme je dis toujours, chaque fois qu'on fait un test, on prend le risque, 1, de rater le test, et 2, de subir les effets d'un ratage. Mais, dans le contexte de ce deck, apprendre de ses erreurs a l'avantage d'avoir un icône libre. Donc, je veux réussir mon test, je peux attribuer à apprendre de ses erreurs pour donner +1 à mon test. Alors qu'avec chanceux, il n'y a pas d'icône, je ne peux pas le faire. Voilà, apprendre de ses erreurs, je l'attribue. Si tout se passe bien, j'ai pas joué la carte. Si je rate alors que j'avais quand même de bonnes chances, je le joue depuis ma défausse. Attaque par surprise. Ça coûte 2. Infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Alors, c'est une des solutions de combat, enfin de dégâts en tout cas. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à faire de test de force. Parce que Wendy, elle part de 1. Et en plus, elle n'a pas d'arme. Donc si elle combat à point nu, avec une force de 1 qu'elle booste en attribuant des cartes depuis sa main. Là, il faut qu'elle réussisse un test d'évasion, alors qu'elle part de 4, donc ça va pas être trop dur face à beaucoup d'ennemis. Il lui suffit de réussir un test d'évasion, qui est le test le plus simple à faire pour elle, et ensuite, pour 2, elle inflige 2 dégâts. Et à noter, je dis il faut réussir un test d'évasion. Dans le deck, il y a par exemple « Je fiche le camp ». Elle a 4 de base, elle attribue « Je fiche le camp », ça fait un test à 6. Si elle réussit LP2 pour infliger 2 dégâts, si elle se rate, toujours même idée en partant du principe qu'elle a l'amulette en jeu, elle joue « Je fiche le camp » depuis la défausse si elle a vraiment peur d'être vaincue par l'ennemi. Coup de grâce, ça coûte 2, 2 icônes de force, de combat, je sais plus. Il faudrait que je vérifie les vocabulaires, je m'embrouille entre les différents JCE. Infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi est vaincu par cet effet, piochez une carte. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors, dans l'ordre, 2 icônes de force, ça pourrait être intéressant si elle combattait avec sa force, ce qui n'est pas le cas. Par contre, on ne sait jamais si elle a un test à faire du genre de porte verrouillée. Enfin, c'est pas un bon exemple. Porte verrouillée, elle le ferait à l'agilité, mais si elle a un test qui requiert de la force, elle peut attribuer la carte pour se donner un +2. Et oui, par rapport à la carte juste avant, si elle a un test de force comme elle part de 1, il est possible qu'elle attribue coup de grâce et apprendre de ses erreurs. Elle rate, elle joue apprendre de ses erreurs. Ou, plus probable, elle teste en attribuant apprendre de ses erreurs. Au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait passer, si elle pioche un signe des anciens. Si ça rate, elle joue apprendre de ses erreurs depuis la défausse. Elle part donc de 3, 1 plus les 2 d'apprendre de ses erreurs. Maintenant, elle attribue coup de grâce et elle fait le test à 5. Voilà. Ensuite, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. C'est un dégât direct. Il n'y a pas besoin d'être engagé avec l'ennemi. Il n'y a pas besoin qu'il soit incliné. Il n'y a aucun besoin. Ça peut être un ennemi distant. C'est vraiment la meilleure forme de... C'est vraiment le meilleur type de dégâts. Il n'y a pas de test à faire, il n'y a aucune restriction à part un ennemi dans le lieu. S'il est vaincu, l'ennemi, on pioche une carte. Dans ce deck, on veut beaucoup piocher.
Le seul problème, c'est si c'est votre tour, terminez votre tour. Sachant que là dans le deck, la carte, on la jouera forcément à son tour. Je vois pas de possibilité pour la jouer à un autre moment. Mais bon, ça peut se combiner par exemple avec attaque par surprise. Première action, vous échappez à l'ennemi. Il est incliné. Vous payez 2 pour lui infliger 2 dégâts. Maintenant, vous payez 2 pour lui infliger 1 dégât. Il est vaincu. Vous piochez une carte. Votre tour est fini. De toute façon, c'était votre dernière action. Faire avec les moyens du bord. Coûte 1. Aucun icône. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez. Votre lieu perd 1 de valeur occulte. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Alors, je vais faire dans l'ordre du texte de la carte. Vous pouvez le jouer depuis la pile de défausse. Donc vous pouvez défausser la carte. Le fait qu'il n'y ait pas d'icône, vous ne pouvez pas l'attribuer. Mais, comme c'est jouable depuis la pile de la défausse, même avant d'avoir l'amulette en jeu, faut pas hésiter à défausser cette carte-là pour repiocher un jeton du chaos. Vous l'avez en main, vous ratez un test, vous défaussez ça, vous repiochez un jeton du chaos, et maintenant vous avez ça dans votre défausse, vous pouvez quand même le jouer. Ça fait enquêter. La base du jeu, c'est l'enquête, on a besoin des indices. Si on ne tue aucun ennemi dans tout un scénario, on peut quand même réussir le scénario. Si on trouve aucun indice, on peut pas. En tout cas, j'ai encore jamais vu de scénario qui soit du pur combat. Et il y a peut-être des decks des decks gardiens qui peuvent s'en sortir en trouvant des indices grâce aux ennemis, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, une carte d'enquête qui diminue de 1 la valeur occulte du lieu, donc ça augmente vos chances, sensiblement. Si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1, c'est enquête réussie, à moins de piocher l'échec automatique. Mais, comme c'est Wendy, si elle pioche l'échec automatique, elle défausse une carte pour repiocher un jeton. Et en plus, si vous le jouez depuis la pile de la défausse, vous trouvez un autre indice. Encore une fois, 2 indices dans un même lieu en solo, c'est la plupart du temps tous les indices du lieu. Le ventre de la bête. Ça coûte 1, rapide, à jouer après avoir réussi à échapper à un ennemi avec une différence de 2 ou plus. Découvre un indice dans le lieu de cet ennemi. Wendy peut facilement s'échapper. Si elle s'échappe et qu'elle réussit largement, pour une ressource, elle a un indice. Alors, en l'absence de... j'ai pas le nom en tête, mais de talent qui lui permet pour une ressource de booster son agilité, bon, ça va peut-être pas lui arriver, ça va peut-être pas être super facile de réussir avec 2 ou plus. Mais bon, vous gardez ça en main, éventuellement vous l'attribuez au test pour vous donner un plus en agilité, et si vous réussissez pile ou avec une différence de 1, vous avez quand même échappé à l'ennemi, c'est déjà ça. 2 ou plus, vous avez maintenant la possibilité d'avoir un indice sans test. Oreille indiscrète, ça coûte 1. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence X. X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, ennemi non engagé, ça peut être un ennemi distant, ça peut être un ennemi auquel vous avez échappé. Comme vous jouez en solo, c'est pas forcément ça peut pas être un ennemi engagé avec quelqu'un d'autre. Et vous devez tester votre intelligence contre son agilité. En cas de réussite, 2 indices. Alors voilà, c'est un test à faire. J'ai un peu hésité sur cette carte parce que, à moins d'être en présence d'un ennemi distant, il faut réussir une évasion, puis réussir une enquête. Donc c'est un petit peu lourd, mais selon les circonstances, ça peut s'avérer efficace. À voir dans le feu de l'action. Persévérance, grand classique, ça coûte 2 icônes de volonté. Rapide à jouer quand des dégâts et ou horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés. Annulez jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. C'est la seule carte du deck qui va aider Wendy à éviter la mort, tout simplement. Vous devriez être vaincu, vous
jouez cette carte-là. Par exemple, il vous reste un point de vie et un point de santé mentale. Vous avez un ennemi qui fait 2 dégâts et 2 horreurs. Il devrait vous vaincre. Vous jouez persévérance. Et ben, c'est comme si vous n'avez rien infligé. 2 icônes de volonté. Et ben, vous piochez reste pourrissant. Vous savez que si vous avez un trop mauvais jeton du chaos, vous êtes vaincu. Vous attribuez persévérance. Et si le test est raté, alors déjà vous avez la possibilité de défausser une carte de votre main pour repiocher un jeton, ou alors vous jouez persévérance depuis votre défausse. Je reviens sur l'exemple de reste pourrissant. Vous avez pioché l'échec automatique, vous ne pouvez pas le remplacer, mettons que vous n'avez plus de carte en main, ou alors que vous avez déjà remplacé un jeton du chaos pour ce test-là, vous devriez être vaincu. Eh ben, vous jouez persévérance, vous dites non, j'annule les 3 horreurs. Dernier événement, rapport des services de renseignement, ça coûte 2 icônes d'intelligence, découvre un indice dans votre lieu. Quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût, changez découvre un indice en découvrez 2 indices. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût, changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Donc là, c'est de la découverte d'indices, sans test, possiblement à distance, possiblement par 2. Le truc, c'est qu'il faudra payer. Mais ça, on en parlera dans la version XP. Encore une fois, par rapport au cas que je citais avant, il y a des scénarios, si vous videz le lieu final de ces indices, vous avez une conclusion favorable. Imaginons que dans ce lieu, il y ait 3 indices, vous êtes dans un lieu connexe, vous jouez rapport des services de renseignement, vous payez 6, vous prenez 2 indices, deuxième action, vous entrez dans le lieu, troisième action, vous faites une enquête, et voilà, vous avez vidé le lieu. Bon, vous avez payé 6 ressources, mais vous avez réussi le scénario. Maintenant, les compétences. Première compétence, dégourdi, pareil, un classique. Icône d'intelligence, de force et d'agilité. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. Donc ça va permettre de faire de la récursion. Récursion de quoi ? Ça dépend des circonstances. Ça pourra être pour récupérer persévérance, il n'y en a qu'une copie dans le deck. Si vraiment les choses se passent mal et qu'on vous inflige à plusieurs reprises des dégâts et des horreurs. Si vous avez besoin de beaucoup d'indices, ça peut être regarder ce que j'ai trouvé. Voilà, si on vous a défaussé un soutien, vous pouvez récupérer patte de lapin ou partir perdant. Et ça présentera de l'intérêt dans le deck AXP, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Gardez courage, une compétence sans icône, maximum 1 attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Et c'est la dernière carte, je vérifie. Oui, c'est la dernière carte dans l'ordre de présentation du deck qui vous permet d'aller à la recherche de l'amulette de Wendy. Et ça se combine très bien avec partir perdant. Mais même tout seul, c'est intéressant, Vous pensez que vous allez échouer à un test, vous attribuez cette carte qui ne fait rien, qui vous aide pas à réussir le test, qui vous aide pas à le rater non plus. Mais si, comme prévu, vous ratez, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 ressources. Si malheureusement vous réussissez, vous piochez 1+1, vous défaussez une carte de votre main, vous remplacez le jeton du chaos, c'est bon, ce coup-ci vous ratez votre test, voilà, vous piochez 2 cartes, vous gagnez les 2 ressources. Si vous combinez ça avec partir perdant, ça peut être 3 cartes et 2 ressources ou 2 cartes et 4 ressources. Comme le test est raté, si vous n'avez pas de lapin, vous repiochez. Donc si vraiment vous êtes dans l'optique de piocher un maximum, vous avez pas de lapin et partir perdant en jeu, vous augmentez la difficulté du test, ça vous fait piocher une première carte. Vous attribuez garder courage, vous faites le test, il est raté. Grâce à garder courage, vous piochez 2 cartes. Grâce à patte de lapin, vous piochez une carte. Vous avez pioché 4 cartes en un test raté. Évidemment, encore une fois,
si vous ratez le test, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Il faudra bien choisir son test. Et dégourdi pourra permettre de rejouer, enfin de récupérer garder courage. Si vraiment vous n'arrivez pas à avoir les cartes que vous voulez en main, enfin là quand même, vous avez pioché 4 cartes, hein, donc ça devrait finir par arriver. Enfin, je veux dire, les cartes que vous cherchez devraient finir par arriver dans votre main, mais si vraiment vous n'avez pas ce que vous cherchez, eh ben, le prochain test que vous voulez réussir, vous attribuez dégourdi et vous reprenez garder courage en main. Porte-flingue, un icône d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. Et ben, c'est tout simplement conçu pour comboter avec les autres sources de dégâts. Encore une fois, ce deck, on ne combat pas avec sa force, on échappe. Donc déjà, ça permet à Wendy de faire une évasion avec 5 d'agilité. Si elle réussit, elle incline l'ennemi. L'ennemi étant incliné, elle peut jouer attaque par surprise. Pour 2, elle lui inflige 2 dégâts, plus 1 grâce à porte-flingue. Éventuellement, troisième action, elle va jouer, que je retrouve, voilà, coup de grâce. Elle inflige un dégât, il est vaincu, elle pioche une carte. Et elle se moque de finir son tour vu qu'elle avait déjà fini son tour. Voilà, une combo de 3 cartes. Alors, par contre, ça coûte 4 ressources. C'est un peu le problème du deck. Enfin, c'est le problème. C'est le truc à voir. Si les événements, vous les attribuez, eh ben, ça vous coûte 0. Par contre, si vous jouez les événements, c'est une ressource, plus une ressource, plus une ressource. Ça commence à chiffrer. Mais voilà, en 3 actions, vous pouvez faire... Enfin, 3 actions, un test d'agilité, ce qui est le test le plus simple à réussir pour Wendy. Vous faites 4 dégâts et vous piochez une carte. 4 dégâts contre un ennemi, ça peut être suffisant pour tuer l'ennemi de fin de scénario. En solo, des ennemis qui ont plus de 5 points de vie, il n'y en a pas des masses dans les campagnes que j'ai faites. Il y en a, mais pas tant que ça. Et si vous êtes vraiment face à un ennemi super bourrin du genre 6 ou 8 points de vie par investigateur, c'est probablement que vous êtes très avancé dans la campagne. Et dans ce cas-là, vous avez d'autres solutions qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et enfin, kit ou double. Alors j'en ai mis qu'un exemplaire. Cette carte-là, j'ai toujours un petit peu du mal. Vous allez voir pourquoi. Ça vous donne un icône libre, un maximum attribué par test de compétence. Doublez la difficulté de ce test de compétence. En cas de réussite, résolvez 2 fois les effets induits par la réussite de ce test. Donc on double la difficulté. Ça va être 2 fois plus dur de réussir. Par contre, si on réussit, on exécute l'effet 2 fois. Alors, quand est-ce que ça va servir? Si vous l'appliquez à la carte précédente, porte-flingue, vous attribuez les 2 porte-flingue et qui tout double à un test d'évasion, vous donnez plus 2, mais vous doublez la difficulté du test. Alors les ennemis, moi je dirais que la plupart du temps, ils ont 2 ou 3 d'évasion. Wendy a 4 de base, je vais quand même vérifier, voilà, elle a 4 de base. Donc, avec qui tout double, elle a 4 de base, mettons que l'ennemi a 3. Avec qui tout double, la difficulté passe à 6. Avec porte-flingue, on est à 6 contre 6. Il n'y a pas de grande chance de réussite. Par contre, on peut toujours attribuer je fiche le camp pour passer à 8 contre 4. Pardon, à 8 contre 6. On peut, que je regarde, il y a quoi d'autre? Attribuer le ventre de la bête, ou oreille indiscrète, ou patte de lapin, enfin voilà. Donc on attribue des cartes, on fait le test, si on le réussit, en doublant l'effet de porte-flingue, et du coup ça fait, alors doubler l'évasion on s'en fout, mais doubler le dégât additionnel, ça veut dire 2 dégâts additionnels. Ça veut dire qu'ensuite, si on joue l'attaque par surprise, on paie les 2 de l'attaque par surprise, on inflige 2 dégâts, l'ennemi subit des dégâts, donc il prend 2 dégâts additionnels. Voilà. On peut aussi l'appliquer à faire avec les moyens du bord. Alors faire avec les moyens du bord, ça diminue la difficulté de 1. Donc, que je dise pas de bêtises, vous avez une difficulté de X.
avec faire avec les moyens du bord, ça passe à x-1. Avec qui tout double, ça double, donc ça passe à 2x-2. Et il faut idéalement, ça passe donc à 2x-2. Alors mettons que la difficulté c'était de 3, et bien là ça passe, que x est égal à 3, ça passe à 2 fois 3 moins 2, donc à 4. C'est juste une augmentation de la difficulté de 1, c'est pas énorme. Si la difficulté c'était 4, là par contre vous passez de 4 à 8 moins 2, 6, vous augmentez la difficulté de 2, là c'est pas viable, je pense. Si la valeur occulte était de 2, vous passez de 2 à 4 moins 2, et ça reste 2. Et si la difficulté était de 1, ça passe à 0. Donc dans un lieu qui a une difficulté de 1 ou 2, c'est tout à fait viable pour trouver deux indices d'un coup. Comme c'est une enquête et que vous doublez le bénéfice c'est trouver un indice, doubler c'est trouver deux indices. Si vous le jouez depuis votre défausse, l'effet c'est trouver deux indices. En doublant, ça fait... que je dise pas de bêtises, voilà. Depuis la défausse, c'est une enquête avec un indice supplémentaire. Si vous doublez, c'est 2 fois... Enfin, un indice plus 1 fois 2, donc ça fait 4 indices. Encore une fois, ça vous vide le lieu de fin de scénario. Et encore une fois, c'est Wendy. Si elle n'arrive pas à passer la difficulté doublée, elle défausse une carte de la main pour piocher un nouveau jeton. Et je crois que c'est tout. Ah oui, le test d'oreille indiscrète pour trouver 4 indices grâce à un ennemi non engagé dans le lieu. Voilà, j'ai fait le tour des cartes, j'ai présenté l'idée du deck. Si on regarde maintenant un petit peu tous les graphiques, alors les cartes par faction, on s'en fout. Le coût des cartes, il y a 6 cartes qui coûtent 0. Il y a 8 cartes qui coûtent 1. Il y a 10 cartes qui coûtent 2. Donc si on fait le calcul du coût moyen, 2 x 10 ça fait 20, plus 8 ça fait 28, divisé par 24. Donc ça fait une moyenne très légèrement supérieure à une ressource par carte. Moi je commence à m'inquiéter quand je suis au-delà de une ressource et demie par carte. Comme je le disais, tous ces événements là, qui représentent quand même les 2 tiers du deck, on ne va pas toujours les jouer. Il va arriver qu'on les attribue. Donc, le coût réel moyen des cartes, on va dire, est inférieur à 1, me semble-t-il. Je suis dans un lieu qui a un seul indice. Je fais mon enquête en attribuant « Regardez ce que j'ai trouvé ». Si je réussis l'enquête, c'est bon. Mon événement a fait son travail. Dans un deck gardien combattant avec, mettons, des armes à feu, j'ai dans le deck 2 45 automatiques qui coûtent 4. Ou 3, je sais plus. Ça doit être 4. Oui, c'est 4. J'ai 2 45 automatiques qui coûtent chacun 4. Il est possible que sur l'ensemble du scénario, j'ai besoin de jouer le premier, de l'utiliser 4 fois, puis de jouer le deuxième, l'utiliser 4 fois. Et donc, le 2 x 4 ressources a une réalité concrète. Tandis que là, le 2 x 2 ressources pour regarder ce que j'ai trouvé, c'est de la théorie, peut-être que les 2 exemplaires seront attribués mais aucun joué. Donc niveau coût des cartes, rien d'inquiétant. D'ailleurs, si on regarde partir perdant peut générer des ressources. Une fois par round, quand vous êtes certain de réussir un test, même à difficulté plus élevée, ou quand ça ne vous gêne pas de rater un test, vous utilisez partir perdant 2 ressources de plus. Si ce qui vous intéresse, ce sont les ressources. Utilisable à chaque round. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 3 ressources par round. Alors, dans la pratique, c'est bien de tirer un avantage de ces échecs, mais on évite quand même de les multiplier. Mais c'est de la génération de ressources. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il n'y a aucun événement qui génère des ressources, j'ai pas mis de planque volontairement. Gardez courage, c'est 2 ressources. Donc, les cartes, théoriquement, on a un peu plus d'une ressource par carte. Concrètement, on aura moins d'une ressource par carte. Et on a la possibilité à 2 reprises de gagner 2 ressources grâce à garder courage et partir perdant. Quelquefois, dans une partie, vous donnerez 2 ressources, quitte à échouer un test. Donc, en ressources, je pense qu'on est large.
les icônes en tête, les icônes d'intelligence, tant mieux. Ce qui est important, c'est de trouver les indices. En 2, l'évasion, pour ne pas être embêté par les ennemis pendant qu'on enquête. En 3, la force. Alors là, pour le coup, ça servira à rien, à moins d'avoir à faire un test de force autre que combat. Ensuite, icône libre. Ensuite, volonté. Mais quand même, icône libre, volonté et force, c'est proche en nombre total. Donc c'est pareil, il n'y a pas de gros déséquilibre. C'est pas inquiétant. Les emplacements occupés, accessoires, l'amulette de Wendy, patte de lapin. Encore une fois, si dans ma main de départ j'ai l'amulette de Wendy, je la garde et je la joue. Si après le mulligan, j'ai pas l'amulette de Wendy mais j'ai la patte de lapin, je joue la patte de lapin pour m'aider à trouver l'amulette. Et si plus tard dans la partie, j'ai l'amulette, je la joue. C'est vraiment utile. Si je pioche tard dans la partie la patte de lapin, je pense que je m'embête pas à la jouer. Normalement, si la partie est bien avancée, je suis installé et je pars du principe que je vais me débrouiller pour avoir trop peu d'échecs pour rentabiliser la patte de lapin. Un truc que j'ai oublié. Non, c'est pas ça, voilà. Seul et abandonné, la faiblesse de Wendy. Révélation, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. Alors 2 horreurs directes, c'est embêtant. On a persévérance au cas où. Et retirer de la partie toutes les cartes dans la pile de la défausse, c'est emmerdant parce que la pile de la défausse, c'est une source de cartes jouables normalement, avec l'amulette de Wendy. Imaginons que vous piochez cette faiblesse-là quand vous avez 5 cartes dans la défausse. Vous retirez 5 cartes de la partie, c'est pas trop gênant, votre deck n'est pas trop réduit. Si maintenant il y a 10 cartes dans la défausse, là c'est le tiers du deck que vous perdez. Et à chaque fois que vous retirez des cartes dans la partie, votre deck est plus petit, il va tourner, cycler plus rapidement, et vous allez plus rapidement piocher la faiblesse, qui va, encore une fois, réduire votre deck, etc., jusqu'à théoriquement que vous retrouviez avec cette carte comme seule carte de votre deck. Et dans ce cas-là, à chaque entretien, vous piochez 2 horreurs directes, et ça part dans la défausse et vous le repiochez. Donc, pour contrer cette faiblesse-là, il va falloir laisser les cartes dans la défausse le moins longtemps possible. Encore une fois, vous voulez l'amulette. Les cartes qui sont dans votre défausse, vous les jouez grâce à l'amulette, elles vont sous votre deck, et comme ça, quand vous piochez la faiblesse, vous n'avez pas beaucoup de cartes à retirer de la partie. Autre avantage, si vous remettez des cartes sous votre deck grâce à l'amulette, vous maintenez votre pioche, et donc vous n'avez pas remélangé votre défausse, et la faiblesse reste dans votre défausse. Alors, comme d'habitude, un peu de simulation de pioche. Ça, c'est ce que j'ai obtenu avant le tournage de la vidéo, que je dise pas de bêtises. Voilà. Imaginons, vous piochez cette main de 5 cartes. Faire avec les moyens du bord, patte de lapin, coup de grâce, kit ou double, et rapport des services de renseignement. Et moi, je garderai les 2 premières. Patte de lapin, ça va me servir à, encore une fois, piocher l'amulette, à me rapprocher en tout cas de l'amulette. Faire avec les moyens du bord, c'est une carte que je vais défausser avec plaisir. Et ça me permet d'enquêter. Au début, vous commencez un scénario, normalement il n'y a pas d'ennemis. Par contre, il est probable qu'il y ait un indice dans votre lieu. Coup de grâce, pour le moment, j'ai pas d'ennemis, donc j'ai pas besoin de combattre. Kit ou double, c'est une carte que j'attribue quand il y a beaucoup à gagner un test et que je veux vraiment le gros lot. Donc c'est en fin de scénario, pas en début. Rapport des services de renseignement, c'est intéressant, mais quand on sait ce qu'il y a sur le plateau, entre guillemets. Si je suis dans le premier lieu, je ne sais pas si j'en ai besoin maintenant, si j'en aurai besoin plus tard. J'ai aucun lieu connexe révélé, donc c'est un peu prématuré. Donc voilà, je remplace ces cartes-là. Faiblesse perso, je la remplace. Et donc je me retrouve avec garde et courage, dégourdi et attaque par surprise. Eh bien, alors, c'est pas idéal, mais je trouve que c'est une main quand même assez solide. Qu'est-ce que je fais ? Je vais, dans un premier temps, jouer la patte de lapin. Comme ça, dès que j'ai un échec, je l'utilise.
Deuxième action, je vais enquêter en jouant faire avec les moyens du bord. J'attribue... attendez que je dise pas de bêtises. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je pars du principe que je vais rater, et dans ce cas-là, je joue faire avec les moyens du bord pour être sûr que ça soit dans la défausse. Soit je me dis que je pourrais éventuellement réussir. Dans ce cas-là, je fais une enquête basique, et je garde faire avec les moyens du bord. Mettons que je fais une enquête basique. J'enquête, j'attribue, garder courage. Je pioche mon jeton. Si j'ai raté, super. Si j'ai réussi, je défausse faire avec les moyens du bord en espérant rater. Disons que je rate. Je pioche mes 2 cartes, que je vérifie l'ordre. Voilà, je pioche mes 2 cartes, je gagne de ressources, j'incline patte de lapin, je pioche une carte. Donc voyons voir quelles sont les 3 cartes que j'ai piochées. Oreille indiscrète, regardez ce que j'ai trouvé, et une autre patte de lapin. Alors, ces 3 cartes-là, je les ai plus en main, mais maintenant, en main, j'ai une compétence qui va me permettre de récupérer quelque chose dans ma défausse. J'ai du dégât direct, j'ai de la découverte d'indices, si j'arrive à incliner un ennemi, et j'ai de la découverte de 2 indices d'un coup. Patte de lapin, je le garde pour booster un test. Donc pour moi, ça c'est quand même un bon début de partie. Allez, on refait un test. Bon bah déjà on remarque qu'il y a l'amulette de Wendy. Ça c'est super génial. Oreille indiscrète, il n'y a pas d'ennemi. Dégourdi, j'ai rien à récupérer dans ma défausse vu que j'ai rien dans la défausse pour le moment. Persévérance, je suis à mon maximum de points de vie et de points de santé mentale, donc pour le moment ça sert à rien. Apprendre de ses erreurs, c'est polyvalent. Donc je garde. Alors, je fiche le camp. En début de partie, ça me servira si j'ai besoin de faire une évasion. Quitte ou double, pour le moment ça sert à rien. Patte de lapin, ben j'aurai déjà mon emplacement d'accessoire utilisé par l'amulette. Mais là le point important c'est que j'ai l'amulette, j'ai 2 événements en main et j'ai une carte que je peux attribuer pour donner un icône libre. Donc pareil, 5 cartes de départ assez solides. Bon, ça c'est la dernière simulation que je fais, je vais pas y passer 107 ans. Ça fait déjà 1h15 que je parle quasiment. Coup de grâce, il n'y a pas d'ennemi. Et 2 coups de grâce, c'est pour achever si j'ai rien d'autre pour combattre, non. Faire avec les moyens du bord, oui. Ça va m'aider à enquêter. Et c'est une carte, encore une fois, que je défausse volontiers. Apprendre de ses erreurs, allez, je le garde. Rapport des services de renseignement, je connais pas assez le plateau, enfin le terrain pour en voir l'utilité, donc je garde pas. Oreille indiscrète, il n'y a pas d'ennemi, je garde pas. Dans le ventre de la bête, le ventre de la bête, ok. Pour le moment, ça sert à rien, mais on sait jamais. Je fiche le camp pour m'échapper, persévérance, ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le niveau 0. Je suis assez content à la fois du type de deck. Alors je l'ai pas dit, mais je vais le jouer sur le cercle brisé. Je sais pas encore quelle faiblesse je piocherai. Je n'ai pas encore débarrassé ma table pour jouer ce deck-là. Je pensais qu'il y avait une option piocher automatiquement la faiblesse de base dans ArkhamDB, mais visiblement je ne l'ai pas vue. Ou elle n'existe pas. Oui, donc je suis assez content du deck. Je veux dire, ça correspond bien à ce que j'avais en tête. Je n'ai pas d'armes. Mes cartes soutien sont là uniquement pour me permettre de piocher le soutien autour duquel tourne le deck et mes événements. Aucune action de combat ne devrait nécessiter, aucune source de dégâts ne nécessite la force. Je pense que j'ai des événements qui permettront de faire des dégâts, J'ai des événements pour infliger des dégâts directs, des événements pour trouver des indices sans test, des combinaisons d'icônes sur les cartes pour échapper facilement, pour enquêter facilement. Voilà, le seul petit truc, c'est cette partie-là du deck, les compétences. Encore une fois, j'aurais pu pousser la logique beaucoup plus loin. Dégourdi, ça me permet de repiocher des cartes. Si le deck tourne bien, les cartes, elles finissent sous la pioche, et du coup je les repiocherai. Du coup, dégourdi, c'est pas, en tout cas 0 XP, c'est pas indispensable. Garder courage, oui, là pour le coup, en un test, je pioche 2 cartes, mais porte-flingue et qui tout double, j'aurais peut-être pu m'en dispenser, et
Du coup, ça me libérait 5 places pour... Ça me libérait 5 places pour les compétences de base qui font piocher, à savoir dans le cadre de ce deck, potentiellement cran, perception et dextérité, ou courage inattendu. Non, pardon, justement, courage inattendu, non. Voilà, cran, j'aurais pu en mettre un, bonus de plus 2 en volonté, même si elle part de 4. Perception, ben voilà, pour l'enquête, et dextérité pour les évasions, notamment. En mettant ces 5 compétences-là, je me donnais 5 cartes piochées en plus par rotation du deck, en théorie. Voilà. Ah oui, deck numéro 101. Je crois que c'est Largo qui, dans le commentaire d'une de ses vidéos, me demandait si je passais toute ma vie, ou alors c'était dans la vidéo qui me demandait si je passais toute ma vie à faire des decks. Et ben, sur ArkhamDB, j'ai enregistré mon deck 101. Alors je joue pas tous les decks, il y en a certains que je conçois et j'ai pas le temps de les jouer. Ou avant que je le joue, sortent de nouvelles cartes qui rendent ma liste obsolète. Mais enfin voilà, c'est un petite étape franchie, 100 decks et 400 parties répertoriées. Donc voilà, le deck, tout ce que j'avais à en dire au niveau 0. Et... Ah tiens, il n'est pas fini, je crois que j'ai fini. Comme je dis à chaque fois, une fois que j'ai fini la version 0 XP, je m'attelle à la version de fin de campagne. Et là, j'ai pas encore tout à fait fini, c'est pour ça que je scinderai la vidéo en 2 parties au minimum. Voilà le deck Wendy Adams avec une 30aine de points d'expérience et Lobol pour Caron, afin d'avoir plus d'expérience et afin d'être encore plus dans cette logique, je m'attarde pas pour ne pas être vaincu. Sauf que là, en l'occurrence, avec Lobol pour Caron, c'est je ne m'attarde pas pour ne pas être tué. Sachant que dans le deck, il n'y a aucun allié, qu'il n'y a aucun soutien pour encaisser les horreurs, ça me paraît risqué. Là, dans l'après-midi, j'ai joué le nom secret avec mon duo Tony et Mandy. Et ben, Tony a été tué par Lobol pour Caron. Mais, à côté de ça, en 2 scénarios, il avait gagné 20 points d'expérience. Donc si j'avais pas perdu ce scénario-là, je serais peut-être arrivé avec 55-60 points d'expérience au dernier scénario. Donc voilà, le deck à 35 XP, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie-là de la présentation de deck. Cette vidéo-là, je vais essayer de l'éditer rapidement demain matin. Enfin, demain matin, tout à l'heure, je sais exactement, vu qu'il est minuit passé. Donc jeudi 30 au matin pour la mettre en ligne le soir ou vendredi midi, selon le cas, on verra. Ensuite, je ferai une deuxième partie sur le deck à XP. Ensuite, je sais pas trop quand, je devrais recevoir une pièce qui me manquait. Enfin bref, voilà, on va dire une pièce qui me manquait pour filmer. Et si tout va bien, ce deck-là, je le jouerai et je filmerai ma campagne. En espérant que j'arrive à aller jusqu'à la fin de la campagne pour vous filmer 8 parties, et pas que Wendy se fasse tuer par Lobol pour Caron au bout de seulement 2 scénarios. Si ça arrive avant la fin du confinement, je devrais pouvoir déjà dans un premier temps voir comment bien filmer, comment bien positionner mon smartphone pour l'angle, comment utiliser la perche, etc., pour faire des trucs pas trop pourris, et également faire 2 ou 3 scénarios par demi-journée, de sorte à me constituer un petit stock pour pouvoir en publier assez régulièrement pour les semaines à venir. Voilà, mettons que j'arrive à filmer toute une campagne, alors on va pas être trop optimiste, on va dire 6 scénarios. Si j'arrive à filmer 6 scénarios et que je mets en ligne une vidéo par semaine, ça nous mène jusque fin juin, ce qui serait pas mal. En dehors d'Arkham, alors pour Marvel, j'ai pas encore fait la vidéo protection, j'ai pas eu envie de faire de nouvelles parties de Marvel Champions, donc j'ai pas testé protection. À côté de moi, j'ai les cartes encore sous cellophane de l'extension Covenant pour Legendary Encounters Alien. J'ai également
l'extension Dimension pour Legendary Marvel. J'ai la boîte de Dora et Labora, qui a un mode solo. Et de toutes les boîtes... Alors, si le son est bizarre, c'est parce que je tourne devant mon micro, donc l'alignement doit pas être bien idéal. Désolé pour ça. Voilà, sur ma table, c'est tout ce que j'ai comme jeu solo. Tiens, oui, j'essaierai de faire des vidéos de plateau solo pour Age of Steam. Alors, j'ai pas en tête tous ceux que j'ai. Je crois que c'est Barbados, Cuba, la version d'Alban VR, et également Puerto Rico de Ted Alspach. J'ai pas mal d'autres jeux qui se jouent en solo, mais je pense aucun qui soit assez compact pour être filmé facilement dans des conditions amateurs comme les miennes. Je veux dire, j'ai tous les Vital Lacerda qui se jouent en solo, mais je me vois pas filmer une partie de, je sais pas, 3 heures de Lisboa par exemple. Je vais regarder rapidement. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant ? Eon's End en anglais. C'est un jeu qui a beaucoup de succès. J'ai entendu plusieurs personnes qui aiment les JCE en dire du bien. Donc voilà. Ascension en solo. Moi j'aime bien, je pense pas que ça soit très intéressant à montrer. Caverna, caverne contre caverne. Faudrait que je le ressorte. Coffee Roaster, c'est assez original. C'est du backbuilding, donc ça s'envisage. Dreamscape, il est un petit peu volumineux pour mes conditions de film. Il faudrait que je me remette au Seigneur des Anneaux. De mémoire, j'en ai fait 5 parties seulement, alors que j'ai 2 cycles entiers. Tous les Legendary et Legendary Encounters, alors ça par contre, moi j'adore Legendary Encounters Alien. J'y ai plus joué depuis des mois. Je crois que j'y ai pas joué en 2020, alors que j'adore ce jeu. Donc ça, c'est une bonne idée. Maki, c'est un petit jeu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas joué très fréquemment. Enfin, j'y ai pas beaucoup joué, mais j'adore. Mr. Cabbage Head Garden, également. Un petit jeu sympathique de Todd Sanders, personne également sympathique. Nemozoar, alors j'adore, mais pareil, c'est peut-être un peu trop encombrant. Pandémie, la chute de Rome, éventuellement, je testerai. Enfin bref, je vais pas faire toute la liste. Mais voilà, j'aimerais bien le faire à un moment donné. Et aussi, j'aimerais bien faire une vidéo d'explication des règles de 1830. Alors là, c'est pas du tout un jeu solo. Deuxièmement, c'est quand même du gros jeu, du genre 3 à 5 heures quand on connaît bien, 4-6 quand on connaît pas, et plus de 6 heures si les gens sont lents. Donc je suis pas certain que ça intéresse beaucoup d'amateurs de JCE, mais j'ai envie de faire la vidéo si je le peux. Bon allez, ce coup-ci je vais conclure. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation, bonne partie, etc., etc. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.